Bonjour tout le monde et bienvenue dans la chaîne. Dans la vidéo précédente, on a vu comment créer une application Spring Boot grâce à Spring Initializer. Puis nous avons exécuté notre application en localhost sur le port 8080. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas regardé, le lien de cette vidéo s'affiche en haut à droite et sera aussi dans la description de cette vidéo. Donc dans cette deuxième vidéo, on va s'attaquer à la couche des API. Alors ici, j'ai ouvert l'application qu'on a générée dans la vidéo précédente avec IntelliJ. Là à gauche, dans la box à gauche, on voit tous les fichiers qui constituent notre projet Spring Boot. Mais nous, par contre, on va s'intéresser plutôt à un fichier, enfin ce fichier-là. C'est une classe Java c'est une classe au cœur de toute l'application. Avec une annotation Spring Boot application qu'on va détailler dans une vidéo à part qui contiendra toutes les annotations phares de Spring Boot. Alors cette classe contient une méthode main qui nous permet d'exécuter notre serveur applicatif. Et du coup là on peut l'exécuter pour vérifier que notre serveur marche. Donc notre serveur normalement il est app sur le port 8080 en localhost. Donc pour vérifier ça, on peut aller sur notre navigateur, par exemple un Google Chrome, et on va sur localhost 2.8080. Et voilà. Donc là, c'est une page qu'on appelle Wait Label Error Page qui est générée par Spring Boot parce que ici dans les ressources, dans le dossier statique, on n'a pas de index.html. Alors, pour changer ceci, on peut juste créer un fichier HTML, par exemple un fichier index.html. Et du coup, là, dans le titre, on va dire que c'est des mots. Et là, dans le body, on va rajouter un paragraphe ou bien un titre, hop, avec des mots. Donc là, par contre, il va falloir redémarrer le serveur pour qu'on puisse mettre à jour les ressources. Du coup, là, notre serveur, il a bien démarré sur le port 8080. Euh, donc là, on va revenir sur notre navigateur et on va rafraîchir la page. Et là, on a bien l'index HTML qui s'est affiché. Donc maintenant qu'on a exécuté notre serveur, là maintenant, on peut commencer à créer notre première API. On va dans le package comme exemple.demo, on va créer un package qu'on va appeler par exemple API. Là dans le package API, on va créer une classe qu'on va appeler demo.democontroller. Donc cette classe, elle va être annotée avec l'annotation REST-controller. On va lui rajouter un mapping par exemple slash API. Du coup, cette classe contiendra une seule méthode publique qui retournera une chaîne de caractères qui va s'appeler hello. Et donc, cette méthode va retourner la simple chaîne de caractères hello world. Et cette méthode aura un verbe ou action, donc qui dans la valeur est par exemple hello. Donc juste pour expliquer rapidement ce que c'est un verbe ou une action. Alors un verbe c'est en fait supposons qu'on a un objet, qu'on a un utilisateur. En fait pour récupérer l'utilisateur on va plutôt utiliser get. Pour ajouter un nouvel utilisateur on va utiliser plutôt le post pour submit des formulaires etc. Pour modifier l'utilisateur on va utiliser le post et le put, et pour le supprimer, on va utiliser l'action delete. Donc là, on va juste récupérer de l'information, on va utiliser l'action get, et du coup, là, on va redémarrer notre serveur pour que notre endpoint soit pris en compte. Et du coup, là, on va ouvrir notre
navigateur préféré. On va aller dans la barre de recherche et on va taper http://localhost, comme notre serveur est démarré sur localhost et sur le port 80, /API/hello. Et là, on récupère bel et bien la chaîne de caractères retournée par la méthode hello. Donc félicitations, là maintenant vous avez écrit votre première API en Spring Boot. Donc dans cette partie, on va connecter notre application avec une base de données. Moi j'ai choisi de la connecter avec une base de données PostgreSQL parce que c'est facile à utiliser, très bien documenté et supporté par tous les systèmes d'exploitation. Alors vous avez du Linux, du Mac, du Windows. Dans mon cas, je suis sur un Linux et je l'ai déjà installé, donc c'est très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un terminal. Je vais taper sudo-i-u postgres. Je vais taper mon mot de passe. Puis je vais taper psql. Et donc là, je liste toutes les bases de données que j'ai. Donc j'ai déjà créé une base de données démo pour la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette base de données avec database démo. Voilà, là il me dit que la base de données a été supprimée. Je liste encore une fois, je vois plus de... Enfin, la base de données a été bel et bien supprimée. Donc là, je vais créer de nouveau la base de données, create database démo. Voilà, il a bien créé la base de données démo. Et donc là, pour me connecter à la base de données, je vais taper anti/c, le nom de la base de données démo, point virgule. Et là, je peux voir toutes les tables de la base de données. Donc, il n'y a rien, elle est vide la table. Donc, très bien. Donc, ce que je peux faire, je peux créer une première table. Donc, j'ai décidé de créer une première table utilisateur. Avec un utilisateur, il aura un ID qui sera sa clé primaire non nulle. L'utilisateur, il aura une colonne first name de type varchar de longueur 32, last name de type varchar de longueur 32. Donc juste varchar, c'est comme un string. Donc là je vais prendre ça. Je vais le coller dans mon terminal. Et voilà, il me dit qu'il a bien créé la table users. Et là, je vois la table users. Du coup, là, je vais insérer dans la table users un utilisateur. J'ai inséré l'utilisateur qui a le first name Hamza et le last name Mouden. Donc là, il me dit qu'il a inséré, un nouvel utilisateur. Et là, pour vérifier que mon utilisateur a bien été inséré, donc là, je fais un select étoile from users. Et voilà, là, je vois que l'utilisateur qui a l'ID 1, la table utilisateur contient un utilisateur qui a un ID 1, un prénom Hamza et un nom Mouden. Et voici comment on crée une base de données. Là maintenant, on va passer à comment connecter la base de données avec notre serveur. Donc là maintenant, on va connecter notre base de données avec notre application Spring Boot. Alors pour cela, il va falloir revenir sur le projet, aller dans le POM de notre projet et rajouter quelques dépendances. Donc la première qu'on va rajouter, c'est celle de Postgres pour que Spring Boot puisse reconnaître la base de données Postgres. Une deuxième dépendance pour une dépendance pour JPA, pour gérer les entités en Java. Et une dernière dépendance qu'on appelle Lombok pour créer automatiquement des getters et des setters d'une classe Java. Donc là, on va revenir dans notre dossier ressources et précisément dans le fichier application.properties. Donc là, il va falloir ajouter les informations de la base de données.
Donc on va devoir ajouter l'URL de la base de données. Donc on va dire que c'est du Postgres, c'est en localhost. Le port c'est 5432, c'est le port par défaut. Et puis le nom de notre base de données, puis le username et le password. Et puis là on va rajouter quelques configurations qu'on puisse optimiser Hibernate sur notre application Spring Boot. Là, par exemple, ici, on a utilisé la politique update. Il faut savoir qu'il y a une autre politique qu'on appelle create and drop. Ça veut dire que à chaque fois que vous éteignez votre serveur, la base de données est vidée. Et genre, vous n'avez plus rien. Là, on va garder tout ce qu'on a, on va enregistrer tout ce qu'on a modifié dans la base de données, ce qui est vachement bien. Du coup, là, on va s'attaquer à la couche de persistance. Alors juste pour rappel, en fait en Spring Boot on a trois principales couches. On a la couche de persistance, c'est la couche qui est directement liée à la base de données. C'est là où on va créer les entités et les repositories pour pouvoir faire des requêtes SQL en utilisant du JPQL. Après, au-dessus, vous avez la couche de service. C'est là où on va récupérer les données brutes de la base de données, puis les modifier ou juste les filtrer ou effectuer des traitements. Et au-dessus, il y a la couche des API. C'est là où on va retourner des réponses à l'utilisateur ou réceptionner des requêtes de l'utilisateur via son navigateur ou via Postman ou via un autre microservice si on fait de la communication entre microservices. Donc là, on va se positionner dans le package comme exemple.demo. On va créer le package persistance. Et du coup, dans ce package, on va créer notre nouvelle entité qui sera user. C'est une classe Java. Alors, pour quand moi, je propose de rajouter encore un package ici à l'intérieur qu'on va appeler entity, hop, et un deuxième package qu'on va appeler repository. Oui. Et donc là, la classe Java entity sera dans la classe Java user sera dans entity puisque c'est une entité. Et du coup là, on va créer notre première entité. Donc toute toute entité doit être annotée avec classe Java Entity, doit être annotée avec Entity. Donc là, on va rajouter l'annotation table avec name. Et name, là, c'est juste le nom de la base de données, le nom de la table dans la base de données en respectant les majuscules. Donc là, Spring Boot nous dit qu'il y a une erreur. C'est normal parce que normalement, toute classe annotée avec entité et il doit avoir impérativement un ID. Donc là, on va créer un attribut ID, mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'annoter comme ID. Parce que rien ne m'empêche d'avoir une colonne dans une table qui s'appelle ID, mais c'est pas la clé primaire. Rien ne m'empêche. Donc là, on va définir comment cet ID est généré. On a plusieurs stratégies. Donc, on a automatique, ID sequence. Moi, je vais utiliser identity. Et là, finalement, on va finir par annotation colonne. Dans un premier temps, on va passer le nom de la colonne. C'est user ID. Et on va dire si ça peut être nul ou pas. Donc, par défaut, une colonne est nullable, c'est-à-dire elle peut valoir nul, mais dans notre situation, comme c'est une clé primaire, c'est impossible, donc on doit bel et bien mettre nullable à false. Donc on avait deux autres colonnes, un first name, donc c'était un varchar, c'est-à-dire un string, donc first name, et un deuxième string last name. Donc pour ces deux colonnes, on va renseigner le nom. C'était user underscore first name.
Donc nullable par défaut, si on ne le mentionne pas, c'est à true, parce que si vous revenez un peu derrière dans la vidéo, vous allez voir qu'on n'a pas dit que first name ou last name était non nul. Donc first name et last name peuvent valoir nul. Très bien. Donc là j'ai créé ma classe entity. Donc là, ce que je vais rajouter juste getters et setters. Ceci va me permettre de générer automatiquement les getters et les setters de la classe. C'est-à-dire, je vais avoir, quand je vais utiliser la classe users ailleurs, je vais pouvoir appeler le getter et le setter de first name ou de ID ou de last name. Donc là, on a fini de créer l'entité. Là maintenant, on va aller créer son repository. Donc un repository, c'est une interface. Donc basic, je vais appeler ça basic repository user par exemple. Donc cette interface va hériter de la classe CRUD repository qui va prendre deux paramètres user et long. Donc user c'est notre entité et long c'est le et long c'est le type de l'ID. Donc là un repository doit être annoté avec repository. Donc cette classe là CRUD repository nous offre plusieurs méthodes, find all, delete all, on peut supprimer, on peut trouver avec l'ID, find by ID, find by last name, find by first name, etc. Ça nous facilite beaucoup la vie. Donc là, on peut dire qu'on a terminé la couche de persistance. Alors là, on va monter un cran dans la stack et on va créer la couche de service. Donc la couche de service, moi je vous propose de structurer ceci comme le suivant. Créer un package service et puis dans le package service, on va créer un autre package qu'on va appeler ample. Et du coup, dans un premier temps, ouais, parce que sinon ça va me créer dans ample. Alors là, dans un premier temps, par exemple, je vais créer l'interface user service. Ok, c'est une interface. Et donc, dans cette interface, je vais créer la méthode find all, par exemple. Find all, qui prend rien en paramètre. Et je vais créer un package ample. Et dans ce package, je vais implémenter la classe user service. Et donc là, je vais créer ample. Je vais créer cette classe-là qui va être un service. C'est obligatoire de l'annoter avec service parce que c'est un service. Et du coup, là, je vais implémenter la classe user service. Et du coup, là, je vais devoir implémenter la méthode findAll. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais auto-wired. Auto-wired, c'est pour l'injection de dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand mon serveur va démarrer, en fait, par exemple, là, on va utiliser basic repository user. Ouais. Donc, par exemple, dans cette situation-là, en fait, le basic repository user, il va être instancié avant que user service va être instancié. Donc, on va instancier le service qui est auto-wired, l'injection d'indépendance, avant que user service soit instancié. Et du coup, là, on peut juste faire, par exemple, donc basic service user find all donc là on va créer une liste ou bien vous savez quoi, pour faire plus propre, on va aller ici, on va créer un VO. Un VO c'est un view object. Donc un VO ici, on va dire que ça sera notre VO.
Alors, c'est quoi? En fait, en Spring Boot, on ne retourne jamais un service ne retourne jamais l'objet brut récupéré de la base de données. Donc, c'est à lui de le recréer. Enfin, par exemple, en fait, parfois on a besoin que d'un seul champ et l'objet, il y a 100 champs. Alors, c'est pas nécessaire de retourner les 100 champs, on retourne que le champ dont on a besoin. Donc, c'est pour cette raison que c'est intéressant d'avoir un VO. Donc, là, j'ai plutôt le nommé user VO. Donc, mon user, il aura quoi? Il aura un string first name. Oui, first name. Un deuxième string last name. Et c'est tout. Et là, je vais utiliser les annotations Lombok pour générer les gotchas et les setters automatiquement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste de user VO. Ça sera ma liste, donc new array list. Du coup, là, là, je vais retourner user. Ok. Là, je vais récupérer tous les utilisateurs stockés dans la base de données. Donc, user list, par exemple, est égal basic repository .find all. Donc là, je dois caster. Je dois caster parce que sinon, ça retourne un find iterable. C'est un autre type. Donc là, je fais un for each avec user list. Du coup, là, je retourne res. Alors, à l'intérieur, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste... je vais créer un user VO. Donc, user VO est égal à new user est égal à new user VO. Donc, new user.set first name u.get first name. Et pareil pour new user, pareil pour last name. .set last name u.get last name. Et donc là, je vais rajouter mon user donc dans res. res.add new user. Donc là, j'itère sur tous les utilisateurs de la base de données, je récupère juste le prénom et le nom. Et voilà. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur, c'est normal parce que je retourne quelque chose et j'ai déclaré que ma méthode était void. Donc ma méthode n'est pas void, elle retourne une liste de user VO. Et là, j'aurai une erreur parce que dans l'interface, j'ai dit que ma méthode est void, encore une fois. Et là, je vais faire list user VO. Du coup, là, on a fini la couche de service. Là, on va remonter encore d'un cran à la couche d'API pour adapter notre ancien contrôleur pour que ce soit un contrôleur d'utilisateur. Donc, la première chose à faire, c'est de renommer notre contrôleur. On va l'appeler par exemple user. Et ici, par exemple, le request mapping de ce contrôleur, ça va être user. Là, comme c'est de la récupération, on va toujours utiliser get, le verbe get. Et là, on va faire un find all. Donc là, on ne retourne plus un string. On va retourner une liste de user VO. User VO, il faut importer la classe user VO, la classe Java utilist. Et du coup,
là, ce qu'on va faire, c'est que on va injecter avec AutoWord, on va injecter le service, donc user service, et là on va faire return user service.find all. Très bien. Donc là, on a fini notre construction incrémentale de la stack. Là, on va les tester. On va voir si ça marche, si ça marche pas. Donc là, notre serveur, il démarre toujours sur le port 8080 au localhost. Donc là, on va tester notre application sur un navigateur. On va tester en précis c'est en endpoint là, find all. Donc là, on va ouvrir un navigateur ou Postman si vous le souhaitez. Et après, on va taper http localhost 8080 user find all. Et du coup là, on voit bien que j'ai récupéré le prénom et le nom que j'ai inséré dans la base de données. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker la vidéo si vous avez aimé. Et pour la prochaine vidéo, on va encore aller plus loin et on va créer un système de CRUD, Create, Read, Update, Delete, toujours sur l'utilisateur, accompagné d'un petit front-end en Angular. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.